troisième entreprise du vin en France, en valeur. Et on possède aujourd'hui à peu près 30 domaines en France, une dizaine aux États-Unis. Et en France, on est essentiellement focalisé sur la Bourgogne, le Beaujolais, le Jura, la vallée du Rhône, le Languedoc. On n'a donc pas de Bordeaux, pas d'Alsace et pas de Loire. Et en fait, donc, j'ai ouvert le bureau pour eux il y a 1 an à Shanghai. Ils avaient déjà 2 équipes chinoises, des commerciaux. Et on m'a demandé donc de reprendre en main ce marché, de restructurer, ce que j'ai fait depuis 1 an. Et c'est à la fois passionnant parce que c'est de l'entrepreneuriat, quand on repart comme ça, entre guillemets de zéro, parce qu'il faut revoir toutes les stratégies de maison, de marque, de distributeur. Et à la fois la chance d'avoir une grande maison, donc il y a une diversité de vins assez impressionnante. Donc sur les 2 équipes chinoises que j'avais, je m'en suis séparé des 2 commerciaux. J'avais également un Français d'une 50aine d'années qui était basé en France, hérité d'une maison qu'on a rachetée et qui venait régulièrement en Chine. Et en fait, là, je me suis séparé de lui dans mon équipe qui reste en France, changé de département. J'ai hérité d'un binôme maintenant qui est basé en France à Gigondas et on va commencer à réembaucher. On devait embaucher un peu plus tôt, mais avec le virus, on a un peu ralenti. On va commencer à rembaucher à partir de septembre. Donc voilà, donc j'ai un beau bureau dans le vieux quartier historique de Shanghai, qui est la concession non pas française, mais la concession russe, japonaise et anglaise. Un vieux quartier d'usine, parce que je ne voulais pas être dans un bureau moderne. Comme on a beaucoup de maisons qu'on a rachetées au fur et à mesure, hein, tous les ans on rachète 1 ou 2 maisons, qui datent pour la plus vieille de 753, pour la plupart du 17e, 18e, 19e siècle. Je voulais que nos clients, nos amis viennent dans cet endroit plein d'histoires. On est dans une rue pavée, ce qui est très rare à Shanghai, un quartier qui est un patrimoine historique de Shanghai qui ne peut pas être détruit, donc qui est en train d'être remis à neuf, donc qui a beaucoup, beaucoup de charme, qui est au nord du Bund. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure avec la caméra si ça marche, la vieille charpente. Donc j'ai fait construire une cave climatisée où j'ai tous mes vins. Et on a 3 immenses terrasses qui dominent ce vieux quartier avec vue sur le Bund, et puis sur le tour de. Vous nous entendez toujours, Monsieur Carrard? Je suis désolée, ça a coupé. Alors, attendez, hop. Alors, attendez une petite seconde. Vous pouvez me rappeler? C'est bon. Je suis vraiment désolée. Alors, est-ce qu'on s'en... Vous m'entendez? Par contre, je vous entends je vous entends de loin. Ah oui, c'est bon. Hop, voilà. Excusez-nous. Voilà. Hein. Super. Donc, comme j'ai vu qu'on avait coupé, je me suis tue, donc on n'a rien perdu. D'accord. Donc voilà, en gros, Boisset, donc aujourd'hui, c'est toujours une maison familiale, dirigée par le gendre de Jean-Claude Boisset, qui est donc marié à sa fille, et le fils, Jean-Charles, qui est aux États-Unis. Et ce qui est extraordinaire dans cette maison, c'est qu'on a le fils qui est complètement extraverti, un génie du marketing, qui a créé des verres chez Baccarat, qui fait du parfum, qui vit aux États-Unis dans ce monde très marketé, à l'inverse de son père qui est un terrien proche de la vigne, et donc moi qui suis au milieu, entre d'un côté le fils très marketeur et le père très terrien. Et en partant de cet équilibre à trouver, voilà, on essaie de trouver son chemin en Chine, puisque la Chine est un marché qui change beaucoup, qui change très vite. Et la Chine que j'ai connue il y a 15 ans n'a plus rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui. Et c'est ça, je pense, le message qui restera et que je vais essayer de faire passer pendant cette heure d'intervention, c'est que la Chine, on ne doit jamais avoir d'idées reçues sur ce qu'on pense être ou ne pas être de la Chine. Et Lota, qui a vécu en Chine longtemps également, peut confirmer. Elle a vécu dans une partie de Chine qui est incroyable, au sud-ouest, dans la province du Yunnan. Et donc, on a une expérience de très différente, parce qu'on était dans des coins différents. Mais c'est ça qui est magique avec la Chine, c'est qu'en gros, il n'y a pas une Chine. Il y a peut-être 50 Chines. Pour vous donner un exemple, même à Shanghai, qui est une petite ville de 25 millions d'habitants, en gros, en termes de superficie, Shanghai, c'est de Lyon à Montélimar. Vous voyez, ça, c'est la taille de Shanghai. Pour donner un peu l'échelle géographique ramenée à la France. Les gens à l'est de Shanghai, notamment l'île de Chongqingdao,
où les gens à l'ouest de Shanghai, Qingpu, ne parlent pas la même langue. Donc, imaginez-vous le nombre de dialectes qu'il y a en Chine, c'est-à-dire que tout le monde parle le mandarin, que je parle également, que Lota parle également, mais chaque province a sa langue. Je ne parle même pas des accents, hein, je parle de sa langue, et dans chaque province, chaque ville a sa langue, et la langue commune est le mandarin. Donc, je sais qu'il y a eu quelques questions posées sur le consommateur chinois, sur les diversités possibles. Alors, qu'on soit très clair, il n'y a pas une Chine, il y a des Chines, donc il n'y a pas un consommateur chinois, il y a des centaines de consommateurs chinois. Alors, Wild Intelligence a fait plusieurs fois des études assez intéressantes où ils essaient de catégoriser les différents types de consommateurs. Donc, vous avez le consommateur qui va faire du show-off, donc de l'image, du statut social, qui va essentiellement être sur les grands crus de Bordeaux, les grands vins chers de Bordeaux. Vous avez le consommateur qui suit la mode, donc il va aller dans toutes les directions suivant ce que ses amis vont consommer. Vous avez le consommateur qu'on appelle la génération Z. En chinois, c'est les Balingro, Johnigro, Limingro, qui sont donc les consommateurs post-années 80, post-90, post-2000, qui sont donc des jeunes consommateurs qui, eux, sont la cible aujourd'hui la plus importante, parce que c'est eux qui sont l'avenir de la consommation et c'est eux qui sont en train de dessiner les contours du marché du vin dans les années à venir. Et c'est des gens très compliqués à saisir parce que leurs aspirations n'ont rien à voir avec ce que leurs parents ou grands-parents pouvaient avoir comme inspiration. Notamment aujourd'hui, il y a une vraie recherche, ça c'est d'une manière générale, une vraie recherche du rapport qualité-prix. Le but n'est plus de vouloir impressionner en prenant des grands crus ou des grands champagnes. Le but est de rechercher, quelque chose de sain, quelque chose d'écologique, et 3, quelque chose qui a un rapport qualité-prix très bon. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, parce que ces jeunes-là ont généralement des familles aisées et ils ont généralement de l'argent. Et ils peuvent mettre de l'argent dans des grands vins, mais ils veulent que ce qu'ils payent soit vraiment ce qu'ils boivent. Ce qui n'était pas le cas il y a, je dirais, 5 ans encore, où en gros, on vendait ce qu'on voulait à n'importe quel nouveau riche, tu hao, comme on dit en chinois, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui voulaient simplement impressionner et qui achetaient tous les grands trucs possibles pour le seul plaisir d'être show-off. Voilà, donc, en gros, ça c'était un petit résumé. Là, je vais rentrer un peu plus en détail dans la structure du marché en termes de distribution. Et de toute façon, le but, hein, comme Lothar l'a dit au début, c'est que vous me coupiez en permanence pour poser des questions. Je ne suis pas un professeur. Et le but, c'est que vraiment, au fur et à mesure, il y a un vrai échange. En plus, je suis très bavard et je m'éparpille beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à me recadrer. Du coup, Charles, excusez, pardon, donc je vous coupe une petite seconde. Donc, vous disiez que vous allez aborder la structure du marché. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un tour d'horizon dans les grandes lignes justement, voilà, du marché du vin et du champagne en Chine et des spécificités du marché en Chine? Alors, en gros, jusqu'il y a 2 ans, la France représentait à peu près 55 à 60% des importations de vins étrangers en Chine. Et dans ces vins français, il y avait à peu près 70% pour Bordeaux, 20% pour le Languedoc, et il restait 10% pour l'ensemble des appellations, dont le champagne. Donc, autant vous dire que Bordeaux et le Languedoc, surtout le Bordeaux, avaient la part du lion. Depuis l'année dernière, l'Australie est numéro 1 devant la France, notamment grâce à une politique de free trade, donc agreement, donc d'accords commerciaux qui enlèvent les droits de douane pour l'Australie, mais également parce que l'Australie donnait la nationalité australienne à quelqu'un qui achetait beaucoup de vin en Australie. Est-ce que ces vins-là étaient bu? C'est pas sûr. Et en parlant de stats douanières, ça c'est un petit rappel pour tout le monde en fait, parce que souvent, quand vous comparez les stats des douanes françaises sur les exportations de vin et champagne vers la Chine, vous voyez de grandes différences avec les stats des importations chinoises. Pourquoi? Parce que beaucoup d'importateurs vont en fait laisser leur vin et leur champagne en zone franche et dédouaner au fur et à mesure. Parce que ça coûte tellement cher de payer 50% de taxes d'un coup, 36% exactement, pour avoir payé la TVA, etc., la taxe à la consommation, que beaucoup laissent les stocks en douane et dédouanent au fur et à mesure. Et c'est donc là le gros, je dirais, la grosse supercherie, non pas du marché, mais des exportateurs qui ont beaucoup d'attentes sur le marché chinois parce qu'ils voient les chiffres des exportations sans voir le chiffre 1 des importations, ni voir le chiffre 2 de la consommation. Et donc beaucoup disent « Oh, c'est extraordinaire, la Chine est un Eldorado ». Non, non, non. La Chine pour le vin n'est pas encore un Eldorado. Certes, c'est le premier marché de Bordeaux, certes, un marché en croissance,
potentiel énorme. Mais le marché du vin aujourd'hui en Chine, ça reste, en tout cas pour la zone européenne, ça reste à 80% des VCE qui partent à moins d'1 € de France. Donc, il faut que surtout pas que les gens se disent « Mon Dieu, je suis nul en Chine, j'arrive pas à vendre, mon copain, mon collègue, il m'a dit que je cartonnais. » Non, non, c'est très compliqué de faire des gros volumes en Chine. Donc, premièrement, je tiens à rassurer tout le monde. Personne aujourd'hui, peut-être à part Granchet et Cassel, et encore tous les deux sont en forte baisse depuis quelques années, personne ne faisait des gros volumes en Chine. Voilà, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de show-off aussi en France des producteurs qui disent qu'ils cartonnent. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des bons clients, qu'on peut faire des belles choses. Mais surtout, c'est beaucoup moins gros que ce qu'on pense, surtout sur des vins un peu valorisés. D'accord? Parce qu'à part les grands crus de Bordeaux, les vins valorisés sont très compliqués à vendre en Chine. Certains Italiens, certains Chiliens y arrivent, on en parlera un peu plus tard. Voilà. Et donc également sur les statistiques des douanes, puisque l'OTAN me demandait, et sur le Covid, quand vous regardez les statistiques de janvier, février, mars, avril, des importations chinoises, j'ai pas encore mai, hein, ni juin, janvier, février n'ont pas été trop mauvais. Parce qu'en fait, c'était des commandes de novembre-décembre qui ont été enlevées peut-être d'ailleurs en janvier, et le temps qu'elles arrivent en Chine, toutes les commandes arrivées en Chine en janvier-février, c'était des commandes passées avant le Covid. Oui. Aujourd'hui, les chiffres vont être de plus en plus mauvais parce que c'est à partir du 1er février, en gros, que les importateurs ont arrêté de commander. Oui. Or, il faut, entre la commande, la préparation, en gros, généralisons à 3 semaines, un mois de bateau. Donc, c'est 2 mois après qu'on va commencer à voir les chiffres des stades douanières baisser. Donc, ça veut dire mars-avril. D'ailleurs, avril est catastrophique pour l'Australie. La France en sort un peu mieux, à moins 35% d'importation de vin français en Chine, contre moins 58% pour l'Australie. C'est que la France a eu un petit rebond, entre guillemets. Maintenant, on va voir mai, juin ce que ça donne, parce que c'est là où on se rend compte que les importateurs n'auront pas vendu les vins qu'ils sont censés vendre pendant le nouvel an chinois. Oui. D'accord. Concernant la structure, ça c'est assez rapide, assez simple, parce que c'est une structure très classique par rapport aux États-Unis, par exemple, qui ont les 3/3. En Chine, c'est très simple. On peut avoir facilement accès au marché. En gros, vous passez par des importateurs. La licence d'import est très facile à avoir. Et après, il n'y a pas de règles. Un importateur a le droit de vendre, que ce soit en ligne, dans les boutiques, dans les restaurants, auprès des grossistes, des distributeurs. Il n'y a aucune licence spécifique pour vendre à tel type ou tel type de clients en Chine. D'accord? Donc, en gros, la clé, c'est vraiment l'importateur. Quel réseau a l'importateur? Où voulez-vous mettre votre marque? Où voulez-vous mettre votre produit? Est-ce qu'il vaut mieux être chez un gros importateur, être perdu au milieu d'un portefeuille géant et donc ne pas être poussé? Est-ce qu'il vaut mieux choisir un petit importateur, mais être la priorité, la marque prioritaire de cet importateur-là? Ça, c'est vraiment un choix à réfléchir, parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, le marché a énormément changé en 10 ans. Autrefois, toutes les maisons du monde entier confiaient à un seul importateur l'ensemble des marques et des gammes pour toute la Chine, tous les canaux de distribution. Parce qu'à l'époque, il y avait peu d'importateurs. Il y avait des gens très connus comme ASC, comme Summergate, comme Torres, comme Ossino, comme Jointech. Le marché a aujourd'hui plus de 9000 acteurs qui importent du vin. D'accord? Alors, 2000 auraient sans doute arrêté d'importer l'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, ça veut dire qu'ils ont arrêté d'importer. On reste aujourd'hui encore au moins avec 5 à 6 000 importateurs. Donc, vous voyez, le marché est extrêmement explosé. Et même moi, après 15 ans de Chine, même moi, après pratiquement 2 ans chez Boisset, je continue toutes les semaines de découvrir des nouveaux importateurs, des gens qui font 8 millions de bouteilles dans leur région, dont j'avais jamais entendu parler le mois d'avant. Donc, il y a vraiment une extraordinaire diversité, une extraordinaire richesse de gens qui importent. Après, la structure, je dirais, intérieure à la Chine, vous avez donc l'Internet qui fait rêver les Français. Oh, Tmall, Jingdong, Alibaba, l'Eldorado du vin en Chine. Oubliez tout de suite. Une des raisons de la baisse très forte de Bordeaux. Charles, alors je vois une dame, Madame Labérib, qui voudrait poser une question, je pense. Je me permets de lui donner la parole, puisque j'ai vu qu'elle levait la main plusieurs fois. Oui. Oh. Allô? Oui. Bonjour madame. Ah non, non, attendez, alors hop. Attendez. Voilà.
Attendez une petite seconde. Vous pouvez réactiver normalement votre micro, madame? C'est bon? Vous Oui, m'entendez? tout à Oui, fait. c'était On vous pour entend. rebondir sur la diversité des profils et une diversité du marché chinois. J'aimerais savoir, par rapport à ces consommateurs de vin, la répartition par rapport aux villes de rang 1, rang 2, tier 1, tier 2. Quels sont les plus gros consommateurs? Ça reste les villes de premier rang, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Vous savez, il y a cette répartition en niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et quelle est cette proportion de consommateurs de vin par rapport que beaucoup se disent, effectivement, la génération Z, c'est le grand marché potentiel pour toutes les marques, quels que soient les secteurs. Et donc, beaucoup ciblent les niveaux 3 et 4. Bon, avec le Covid, ça a peut-être changé. Est-ce que dans votre secteur, c'est principalement les villes de premier rang et deuxième rang? Alors, je vais vous répondre de manière un peu différente que la réponse que vous attendez. Toutes les villes consomment du vin importé. Donc, il n'y a pas Shenzhen, Shanghai, Pékin, plus ou moins que d'autres. En revanche, ce qui change, c'est quel type de vin les consommateurs de ces villes-là vont consommer. C'est-à-dire que vous soyez dans une ville au niveau 3 ou 4, il y aura des consommateurs de vin importé partout. Mais peut-être qu'ils vont prendre des VCE, qui vont être vendus d'ailleurs sur place assez cher, alors que dans les villes de niveau 1, vous allez avoir des gens beaucoup plus éduqués qui vont passer sur du Beaujolais, par exemple, sur des vins de Jura, sur des choses peut-être plus boutiques, peut-être moins classiques, non conventionnelles. Donc la réponse, en fait, n'est pas est-ce qu'il y a plus de consommateurs de vin dans les villes de niveau 1 que dans les villes de niveau 3, mais quel est le type de vin consommé dans ces villes-là? Et vous avez raison, parce que ce que vous posez comme question est très intéressant, dans le sens où, moi, personnellement, ma stratégie, depuis un an, est d'aller dans ces villes, même pas de niveau 2, mais de niveau 3, 4, 5. Parce Voilà. que la plus grosse potentialité de croissance est là-bas. Parce que, exactement, ce sont des gens qui sont des forts consommateurs, des forts demandeurs, qui ont de l'argent, mais qui n'ont jamais été n'ont jamais eu l'attention des représentants de vin dans le monde entier. Je t'arrêtais à chaque fois pour tous les événements, uniquement dans les villes de niveau 1, et personne, moi quand je fais le tour de toutes ces villes-là, voir un étranger, un Lawa, une maison qui va voir dans ces villes-là, personne n'y va jamais, si vous voulez. Or, c'est des gens qui ont les moyens, c'est des gens qui ont soif de découverte, et c'est comme ça qu'on récupère beaucoup plus de parts de marché. Et c'est des gens qui sont très demandeurs, c'est-à-dire qu'en parlant du consommateur, les Chinois sont des gens incroyables par rapport aux Français notamment, parce qu'aujourd'hui, il y a une connaissance du vin qui est phénoménale. Le consommateur chinois, sachant qu'il ne sait pas, se met à apprendre dans tous les sens. Il y a une vraie connaissance, surtout dans les villes de niveau 1 et 2, où des Chinois qui n'ont aucun lien avec le vin, ce n'est pas pour des raisons professionnelles, ont juste le plaisir de boire, mais veulent apprendre et connaître. Donc il y a une connaissance du marché, et enfin, vraiment de la spécificité des vins de plus en plus forte dans toutes les couches de la population et surtout chez les jeunes, notamment avec les formations en ligne, avec le WSET, qui est donc un diplôme anglais. Malheureusement, les Français, en théorie, les plus réputés pour le vin, ce sont des Anglais qui ont réussi à faire un diplôme reconnu mondialement. Mais aujourd'hui, la plus forte le marché qui progresse le plus pour le WSET, c'est la Chine. Même moi, je suis en train de passer le 3 parce que je suis obligé aujourd'hui, tout le monde là, donc il faut à tout prix que je me mette au niveau de mes clients. Sans compter les acheteurs qui sont eux également de plus en plus performants et compétents. Et donc oui, il y a une vraie évolution, et même dans la consommation. Il y a 10 ans, on achetait pour faire des cadeaux, aujourd'hui on achète pour boire chez soi. Et pour, est-ce que ça répondait à votre question, madame? Très très bien, oui, oui, très très bien. Ça me fait penser à une autre question. Est-ce que dans votre domaine, il y a dans le domaine des influenceurs ou des KOL, des Monsieur Vin comme on a Mister Bag pour la maroquinerie ou Mister Rouge à lèvres en Chine? Il y a des secteurs où vous avez des célébrités ou des influenceurs chinois qui permettent au marché chinois de connaître tel ou tel produit. Est-ce que vous avez des célébrités ou des leaders d'opinion qui font la Alors, promotion dans votre secteur? oui, comme partout en Chine, il y a donc des KOL, Key Oui. Opinion Leaders, donc des prescripteurs, notamment avec des technologies que sont, enfin les applications que sont Douyin, c'est le nom chinois de TikTok, et qui est plus performant en Chine et a plus de fonctionnalités qu'en France, que sont Xiaohongshu, Kuaishou,
beaucoup d'applications qu'on ne connaît pas forcément en France, qui sont très, très performantes ici. Donc, il y a beaucoup de KOL, notamment Xiaopi, Lady Penguin, des gens qui sont soit uniquement sur la formation, l'éducation, soit qui sont également des gens qui ont des sites de vente, mais qui vendent de manière très différente, qui ont su générer une communauté de Chinois autour d'eux de manière très forte. Moi, j'ai fait le pari un peu différent. Moi, j'ai signé avec Zhou Zhelun, donc Jay Chou, la star taïwanaise, qui est l'équivalent de Johnny Hallyday, et pour qui on fait une marque de sparkling. Par contre, c'est sa marque à lui. Il y a nulle part marqué Boisset, il y a nulle part marqué notre nom, etc. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que je pense qu'avant d'utiliser un influenceur, il faut avoir une distribution très forte en offline ou en online, une très grande distribution avant de commencer à dépenser de l'argent chez les influenceurs. En sachant que donc là, le partenariat que j'ai, si vous voulez, c'est que ça ne coûte rien puisque ce n'est pas notre marque. On fait à façon pour quelqu'un. Et du coup, ça aide énormément dans les réseaux aussi, puisque malgré tout, les gens savent que c'est nous qui faisons le produit des stars mondiales. D'accord. Alors, je me permets juste de rappeler que vous pouvez poser des questions, hein, bien évidemment. Le mieux, c'est de… Voilà, je vois alors, en fait, le mieux, c'est parce que là, je n'arrive pas à trouver votre nom tout de suite sur le… Si vous pouviez… Oui. Oui, mais… Ah, voilà, ça y est, d'accord. Hop, voilà. Alors, hop. Vous allez pouvoir activer votre micro. Bonjour. C'est bon? Voilà, on vous entend. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci, ouais, c'est très intéressant de vous entendre parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des consommateurs de grands crus de Porto qui sont plus dans le profil show-off. Et après, vous avez dit aussi qu'il y a plein de… Enfin, le cible important, c'est surtout des post 90, post 2000. Et que tout à l'heure, du coup, c'est marrant de savoir que vous avez aussi mettre en lien, mettre en relation avec le star chinois Zhou Jielun pour faire une sorte de marque de vin plus sinisé. Et du coup, est-ce que ça, c'est un moyen pour attirer plus des consommateurs justement de futurs, des postes 90 ou quelles d'autres mesures vous utilisez aussi pour attirer ce nouveau, comment dire, ces consommateurs du futur? Merci de la question. Donc en plus, avec la star en question, c'est un sparkling. Donc si vous voulez, le marché du sparkling ou du champagne est quand même très compliqué en Chine. Mais en fait, on sent une tendance depuis 2 ans. Nous, on est un gros producteur de sparkling, soit en AOP avec le Crémant de Bourgogne ou le Crémant de Jura. On a 350 hectares de vignes dans le Jura et on a au total, on a 1200 hectares de vignes en France. Et donc une grande partie qui nous sert à faire le Crémant de Bourgogne. Mais on a aussi beaucoup de vins mousseux sans AOP. Et en fait, donc là, on a fait une méthode qui s'appelle la méthode ancestrale. Donc, c'est un gamay naturellement sucré avec un peu moins d'alcool et un peu moins de bulles. Et ça, en fait, on se rend compte que ça correspond également à une demande de ces consommateurs d'avoir moins d'alcool, pour une question de santé, boire peut-être, mais avec moins d'alcool. Également moins de bulles, parce que la bulle est un peu agressive au palais chinois. Et également, en fait, naturellement sucré. Il n'y a aucun ajout. Donc, en fait, c'est un peu… Et ce produit-là qu'on vend avec cette star n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de produits équivalents, qui ne sont pas le même vin évidemment, mais qui sont équivalents, avec d'autres importateurs. Et il y a une vraie demande qui explose là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est justement l'association de moins de sucre, naturel, etc., qui plaît. Et je dis ça parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Chine c'est pollué, etc., en fait, la Chine étant extrêmement décentralisée, il y a une volonté très forte du gouvernement central de travailler l'écologie. Et notamment les classes un peu supérieures, parce que l'écologie est malgré tout l'apanage des riches. C'est-à-dire que quand on est en train de survivre en train de se battre pour survivre, on pense moins à l'écologie. Et toute cette société, notamment de génération post-90, a extrêmement conscience en fait que la Chine s'est développée sur un modèle compliqué, mais un peu passage obligatoire de pollueurs. Et aujourd'hui, il y a une grande tendance sur les sacs plastiques, sur tout ce qui aménitise dans les hôtels. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour la consommation de vin, nous, on fait beaucoup de bio, on appelle en anglais organique et de biodynamie. Jean-Charles Boisset croit beaucoup au feng shui, donc toutes nos maisons
sont rotation refaites, par rapport au feng shui. On vendange par rapport au calendrier lunaire chinois parce qu'on croit que ça a beaucoup une influence très forte sur la qualité des vins. Donc, nous, il se trouve que on l'a pas fait pour plaire aux consommateurs. Et je trouve que naturellement, on croit à tout ça. On croit à un développement écologique de la planète et du vin. Et on croit à la relation humaine. Et donc, quand vous posez la question sur comment moi je fais aujourd'hui en Chine avec mes équipes pour essayer de toucher ces gens-là, en fait, on a complètement changé l'approche de nos maisons. J'ai refait toutes les présentations marketing de nos maisons qui étaient très centrées sur un modèle franco-français de présentation avec la pyramide de Maslow, avec les besoins, etc. pour revenir sur une présentation beaucoup plus à la Apple, entre guillemets, à la Instagram, beaucoup d'images, très jolies, peu de mots, bien choisis. Vraiment, la philosophie et l'expérience. Et je parle d'expérience parce qu'on en parlait avec Lotta en préparant cet entretien. Et sans aucune critique vis-à-vis du Sauterne, qui est un vin que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le Sauterne. Mais le Sauterne ne se vend plus. Et se vend de manière très compliquée en Chine. Pourtant, dans le même temps, le vin de glace, l'ice wine canadien, le Tokai de Hongrie se vendent comme des petits pains avec des prix beaucoup plus élevés. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas du tout, comme le pensent les gens de Sauterne, un problème de les Chinois n'aiment pas le vin sucré. C'est pas vrai. C'est une question d'approche du marché. Comment on va proposer nos produits aux consommateurs? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme expérience? Parce qu'aujourd'hui, acheter du vin pour être show-off, c'est de moins en moins vrai. Alors il y a toujours des gens qui le font, mais c'est de moins en moins vrai. Acheter des vins pour les cadeaux, ça existe encore, mais c'est de moins en moins vrai. On veut aujourd'hui, quand on offre un cadeau qui soit utile, qui soit consommé. Donc comment aujourd'hui attirer des gens vers un univers qui à la base n'était pas forcément le leur, qui est aussi un univers qui est un peu en opposition de celui que leurs parents ou leurs grands-parents avaient, parce qu'ils veulent se démarquer en disant non, moi j'ai vu ce que mes parents buvaient, je ne veux pas de ça, je veux ma façon de consommer. Et donc nous on est beaucoup plus sur l'expérience, sur les valeurs associées à nos produits. Après, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais attention, tout ce que je dis, c'est on soit bien d'accord, chacun a une approche différente, et voilà, mais nous c'est comme ça qu'on le comprend. Mais du coup, pour ce public jeune consommateur et peut-être aussi les consommateurs de ville de troisième ou quatrième rang, vous passez aussi peut-être par les ateliers d'expérience, des choses comme ça Alors, moi, je me déplace énormément, alors moins depuis le Covid. Demain matin, alors qu'on est pendant la période fériée du Festival du Dragon, des bateaux dragons, je pars à Nanning, dans le Guangxi, pour 2 jours, parce que je vais accompagner un client qui ouvre des boutiques. Donc, je pense que c'est une grande partie du travail, c'est surtout de se déplacer partout en Chine, tout le temps. Être très actif et surtout passer du temps avec les clients, parce que c'est de l'éducation. Hier soir, j'étais en live avec 500 professionnels du vin pour donner une sorte de formation à questions-réponses sur la Bourgogne. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça peut être des gens qui sont dans le vin, donc qui sont des distributeurs. C'était organisé par mon importateur avec 500 de leurs distributeurs. Donc, c'est des gens qui, on pourrait penser, connaissent bien le vin. Et en fait, ils étaient intéressés par connaître la Bourgogne parce qu'eux connaissent Bordeaux. Ça fait 30 ans qu'ils vendent du Bordeaux, 30 ans qu'ils vendent des IGP de Languedoc. Mais Bourgogne, Jura, Beaujolais, Rhône sont encore des marchés en Chine à prendre parce qu'il y a une énorme méconnaissance des consommateurs, sans même compter les acteurs de la distribution auparavant. Donc, c'est que par l'éducation. Là, par exemple, Interrhône, qui est donc l'interprofession des producteurs de la vallée du Rhône, et également le Beaujolais, qui s'appelle le comité interprofessionnel des vins du Beaujolais, je crois. Tous les deux, on fait beaucoup d'actions en Chine. Et des actions, au lieu de faire des grands salons très gros dans les villes au niveau 1, ça répond à la question de madame tout à l'heure. Ils font beaucoup d'actions petites dans beaucoup de villes. Donc, au lieu de faire un gros événement qui coûte cher dans une grande ville, ils vont peut-être faire 10 événements beaucoup plus petits, mais dans 10 villes différentes. Et je pense que c'est ça l'avenir. Aujourd'hui, la Chine, nous, étrangers, moi, Lotta et moi, peut-être moins parce qu'on y a vécu, mais en gros, quand on vit en France, on connaît quoi comme ville? On connaît Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Taipei. Et si je vous parle de Taipei, Changsha, Handan, Shijiazhuang, personne ne connaît. Or, le marché, il est là en ce moment. C'est des gens qui ont soif de connaissances. C'est des gens dont on ne s'est jamais occupé avant. On leur envoyait des vins, en plus, souvent les Français en premier, et notamment les Bordelais, envoyaient des vins qui étaient de mauvaise qualité en disant on s'en fiche, c'est la Chine. Les Chinois sont des gens très intelligents et ils n'aiment pas être pris pour des idiots. Donc, nous, on fait aussi très attention dans la maison de toujours vérifier les vins avant qu'ils partent, parce que les Chinois apprennent très, très vite et ils sont trouvés une fois, pas deux.
Et la raison d'ailleurs pour laquelle les vins espagnols baissent en Chine très fortement, c'est parce que la qualité des VCE, donc les VCE sont des vins de la communauté européenne, c'est vraiment le cœur du marché pendant très longtemps. C'est des vins qui partaient à 80 centimes d'euros et encore un peu moins, mis en bouteille en France. Pour la plupart, donc sur l'étiquette, c'était marqué produit de France, produit en France, pardon. Et donc pour le consommateur chinois, c'était avec des étiquettes marquées de machin chose, le Duc de Montmirail. Ça paraissait comme des vins français. Et la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc en 2017, il y a eu des énormes commandes. Et le temps que la commande se fasse, que le bateau arrive, que l'importateur des douanes, que ça arrive au premier distributeur, au deuxième distributeur, au troisième distributeur, au quatrième distributeur, que ça arrive dans ces villes au niveau 5, il faut pratiquement 1 an et demi. Que les clients boivent les vins, il n'y a pas eu de recommande. Et aujourd'hui, les VCE en Chine, plus personne n'en veut. Alors il y a toujours des clients qui vont en vouloir, mais globalement, les gens aujourd'hui veulent un rapport qualité-prix correct. Et ces vins-là étaient vendus, et non pas par la faute d'ailleurs des exportateurs, hein, souvent aussi par l'importateur, chacun prenant une marge folle, c'est des vins qui parfois étaient vendus 120 €, arrivés dans les villes au niveau 5. Et tellement d'intermédiaires, chacun prenant une marge folle, parce que ça paraissait comme des vins français, très belles étiquettes, grosses bouteilles, magnifiques coffrets. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, le consommateur a tout à fait conscience que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la bouteille et pas ce qu'il y a autour. Alors, quand je dis c'est fini, ce ne sera pas du jour au lendemain, parce qu'évidemment, vous avez un retard, je dirais, comme un paquebot qui avance lentement, une force d'inertie qui fait que le temps que cette connaissance arrive vraiment jusqu'au bout de la chaîne, ça prendra encore une bonne année, mais déjà, c'est enclenché. Très bien. Merci. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Dernière petite question, Allez-y. un peu, un peu personnelle. C'est que, une fois, on est allé dans un cave et on dit au caviste qu'on va manger des plats chinois et qui est donc épicé. Et il nous a proposé du vin de Loire parce que en disant que voilà, c'est plus facile à adapter au plat chinois épicé. Et là, tout à l'heure, dans toutes les variétés de vins, donc le Bordeaux, Bourgogne ou Languedoc, vous n'avez pas parlé de vin de Loire. Et est-ce que c'est un vin qui n'est pas très présent en Chine? Alors, la Loire, comme l'Alsace, malheureusement, comme le Jura, comme le Beaujolais, c'est même pas 1%. Voilà. D'accord, merci. Et attention, le succès d'un vin en Chine n'est pas lié à sa qualité. Donc, je suis pas en train de critiquer les vins noirs. Il y a des vins noirs magnifiques, comme il y a les vins d'Alsace qui sont splendides. Malheureusement, aujourd'hui, le marché du vin français en Chine, c'était jusqu'à présent 70% Bordeaux, 20% Languedoc et 10% pour toutes les autres appellations de France. Très bien. Alors, j'ai une autre main levée là. Donc, je vais donner la parole à MPL Import-Export. Donc, hop, je vais. Vous pouvez. C'est bon, il faut désactiver. Très bien, on vous entend. Ah non, on ne vous entend pas. Ah non, on ne vous entend pas. Ah, j'ai pas. Alors, vérifiez que vous avez. Il faut allumer votre, voilà. Non, il faut allumer votre micro, monsieur. Il faut que vous activiez votre micro. Alors, votre micro est activé. En bas à gauche, vous avez cliqué sur le Join Audio, enfin joindre l'audio. Merci Charles. Ah non, il s'est remis en… Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, le temps que ça se remette en route, je vais prendre une autre question sur le chat de monsieur Jérôme Bertin qui demande quelle est la taille du marché chinois pour le vin en volume et en valeur? Faut-il exporter au Vietnam ou même en Europe plutôt qu'en Chine? Alors, la première question, c'est quel est le lien entre la taille du volume et le fait qu'il fallait exporter ou pas en Chine ou au Vietnam? Alors, attendez, parce que je vais donner la parole justement à monsieur Bertin, comme ça, il va pouvoir… Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon, ma question est volontairement un peu provocatrice. C'est vrai que le marché chinois est un marché difficile. D'abord… il faut parler un peu plus fort, monsieur, s'il vous plaît, je vous entends très mal. Oui. La question qui m'interpelle, c'est quelle est la taille du marché chinois en réel par rapport à d'autres marchés comme je sais pas, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, ça pèse quoi? Alors, ça dépend des régions. Pour Bordeaux, c'est le premier marché maintenant.
devant le Japon, devant l'Angleterre, devant la Belgique. Pour le Languedoc, je crois que c'est le deuxième marché. Et de manière générale, pour la France, je crois que c'est le cinquième marché, mais qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Après, la question que vous posez est pertinente parce que on parle d'exportation, on ne parle pas de consommation. Et pour être très franc, c'est la magie de la Chine, c'est-à-dire que 80% du marché est invisible. Et je suis très proche des gens de l'AWSR qui font un rapport chaque année sur les chiffres. C'est que du déclaratif. Et aussi bien des maisons que des importateurs. Donc les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Le seul avantage des chiffres, c'est que c'est les mêmes mensonges de part et d'autre depuis 10 ans. Donc en gros, on voit l'évolution, puisque les gens mentent de la même manière. Donc on voit l'évolution des chiffres sur la Chine. Et quant à la consommation, c'est très compliqué. On a des chiffres de consommation locaux sur les alcools locaux, parce que c'est contrôlé et c'est plus facile à vérifier. Mais sur les chiffres de consommation de vins importés, c'est très compliqué. D'autant que la plupart des vins espagnols et chiliens qui arrivent en vrac en Chine, en fait, sont utilisés pour les marques de vin chinois. Puisque pour avoir un vin dit fait en Chine, il faut seulement 20% de vin chinois dedans. Et donc, beaucoup des grandes maisons comme Great Wall, etc., notamment pour leurs grandes cuvées, mettent des vins qui sont pas chinois dedans. Maintenant, je pense que moi, vivant ici depuis 15 ans, voyant le marché évoluer, je pense que c'est un vrai marché. D'accord? C'est un vrai marché de croissance, c'est un vrai marché à construire. Mais ce n'est pas l'Eldorado dont tout le monde a parlé pendant 10 ans qui disait super la Chine, on peut être riche rapidement en vendant n'importe quoi. Non, il faut être présent sur place, il faut passer beaucoup de temps, il faut vendre des vrais produits de qualité à des vrais prix, et je dirais au même prix qu'on vend à nos marchés matures que sont l'Angleterre, que sont les États-Unis. Parce que les Chinois voyagent beaucoup, se renseignent beaucoup, notamment Wine Searcher est sans doute l'outil le plus dangereux pour les importateurs peu scrupuleux. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel client, quand il voit un prix, que ce soit en ligne ou offline, va venir avec Wine Searcher et va dire j'achète pas. Si la différence de prix est énorme, il va dire on se fiche de moi, j'achète pas. Ça peut venir du producteur qui a gonflé ses prix, ça peut venir des intermédiaires. Je ne critique personne, hein, je juste constate un fait que les consommateurs sont des gens de plus en plus connaisseurs et avertis. Et moi, je suis très impressionné par le niveau de connaissance des consommateurs. Même s'il y a du retard évidemment dans beaucoup de villes au niveau 3, 4, 5, hein, mais qui sont en train d'apprendre à se rattraper très rapidement. D'accord. Donc pour moi, c'est le volume. Alors on parle de 2 milliards de litres, je crois, mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je peux faire des bêtises si vous voulez. Ce sont des chiffres officiels, ce sont des. Attendez, je peux regarder là, je dois avoir, bougez pas. Je vais regarder sur les 4 premiers mois de l'année la valeur totale, hein, comme ça on aura une idée déjà, des importations chinoises, même si c'est en baisse. Et on a le comparatif avec l'année dernière. Donc bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Voilà. En volume, par exemple, sur donc, les 3 premiers mois de l'année, en volume au total, on était à 111 millions de litres en 2019, 89 millions en 2020, donc en baisse globale de 20%, d'accord, moins 44% de baisse en volume sur avril, et en valeur en US dollars, sur janvier à avril 2019, on était à 731 millions de dollars d'importation et à 520 millions de dollars en 2020, donc une baisse de 28% au global, avec l'Australie à moins 19, le Chili à moins 26, la France à moins 40, et la France est à moins 35 au mois d'avril, comme je le disais, donc ça veut dire que la France a un peu rattrapé son retard, alors que l'Australie au mois d'avril était à moins 58, contre moins 19 sur la période des 4 premiers mois de l'année. Donc vous voyez, c'est 520 millions de dollars sur 4 mois. Voilà, tout ça c'est du déclaratif. Non, ça c'est les douanes. D'accord. Ça c'est les chiffres douanes. Et qu'est-ce qui peut nous donner des chiffres aujourd'hui? C'est Business France, par exemple? C'est très compliqué. Quel que soit vous pouvez avoir les stats des douanes françaises pour l'exportation. Ça, c'est assez facile à avoir. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup plus importantes en termes de valeur et de volume que ne le sont les importations chinoises. Bizarre. Et même les importations chinoises, c'était assez facile avant en payant de les avoir. Et depuis depuis 2 ans,
très compliqué. Donc maintenant, elles sont destinées au compte-gouttes et sans le détail des entreprises. C'est-à-dire qu'on a les chiffres globaux par pays, mais on n'a plus le détail. Avant, on avait le détail par entreprise, par marque, par produit. C'était incroyable. Alors, il fallait avoir les bons réseaux, mais on pouvait tout avoir. Et depuis 2 ans, on n'y arrive plus. Plus personne n'y arrive. D'accord. Très bien. Alors, si M. Bertin a fini avec la question, j'ai une question de MPL, import-export, dans le chat. J'ai observé des créations récentes de quelques vignobles en Chine. Comment voyez-vous l'arrivée sur le marché chinois du vin de ces potentiels futurs concurrents au vin français? Au contraire, ce ne sont pas pour moi des concurrents. Plus il y aura de vin chinois en Chine, parce que ces nouveaux domaines dont vous parlez, qui sont d'ailleurs pour certains excellents, notamment dans la région du Ningxia, des maisons comme Grace Vineyard, Cedar Heights, Puchang, Fan, Aoyun, Shaolin, beaucoup de très belles maisons. C'est une très bonne chose parce que déjà, ça va permettre localement d'avoir cette consommation de vin un peu haut de gamme et de travail, parce que c'est souvent des gens d'ailleurs qui ont été éduqués en France et qui ont appris le vin en France et donc qui rapportent leur amour du terroir, leur amour du vin avec les techniques et l'amour de la France. Donc je vois ça d'un très bon œil. Plus il y aura de vins, de belles maisons chinoises qui vont se développer, plus ça facilitera le travail d'exportation pour les belles maisons en France. Très bien, merci Charles. Alors, je vous propose, effectivement, vous êtes très bavard, donc il est déjà 11h50 et on n'a pas parlé des changements dus au Covid sur le marché du vin et sur les exportations françaises. Donc, je voulais juste pour terminer, si on a un peu de temps et si vous n'êtes pas trop pressé, voilà, voir avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Alors déjà, au niveau des exportations de vin vers la Chine, il y a eu pas mal de choses ces 2 dernières années. Déjà en 2018, une baisse des exportations avec les manifestations de Hong Kong, etc. Ensuite, un petit recul en 2019 et là, au premier trimestre 2020, le coronavirus qui stoppe toute l'activité pendant plusieurs mois de toute l'activité touristique et hôtelière et des annulations des grandes foires de Chengdu, Vinexpo à Hong Kong. Comment vous envisagez cette année 2020 pour le vin français en Chine? Alors moi, je suis pas du tout un bon exemple. Parce que, ayant un bureau ici, n'ayant pas quitté la Chine pendant cette période-là, contrairement à pas mal de mes concurrents et amis, malgré tout, qui pensaient que la Chine était moins sûre que la France, qui sont entrés en France et qui depuis sont bloqués en France, et j'ai envie de dire tant pis pour eux et tant mieux pour moi. Le fait de moi d'être présent en Chine me permet d'être très actif et présent auprès de mes clients et de leurs clients. Et donc, du coup, nous, on est en forte croissance cette année pour l'instant chez Boisset Chine, ce qui n'est pas le cas de mes concurrents et de mes amis, effectivement. Vous l'avez dit, donc la restauration, l'hôtellerie ont beaucoup souffert. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins non pas en deuxième vague, mais quelques cas. Et surtout parce que la confiance du touriste n'est pas encore revenue. Donc, beaucoup de gens hésitent à se déplacer. En revanche, ce qui est intéressant pour Hong Kong, c'est que du coup, beaucoup de gens qui avaient l'habitude depuis Hong Kong de prendre l'avion le week-end pour aller en Thaïlande, pour aller en Indonésie, pour aller n'importe où, restent à Hong Kong et les hôtels faisant de très bonnes offres, les gens restent. La consommation est repartie assez fort depuis quelques mois à Hong Kong, dans les hôtels de Hong Kong, parce que les gens, au lieu de partir à l'étranger, restent à Hong Kong. Ce n'est pas le cas de la Chine. En revanche, la consommation a changé. Beaucoup de ventes se font maintenant via WeChat. Et je ne parle pas des boutiques WeChat, des boutiques Tmall ou des boutiques, je parle vraiment des groupes de 500 personnes, parce qu'il y a la limite d'un groupe chez WeChat, c'est 500 personnes, où là, c'est vraiment le côté bon plan, salut, c'est Bobby, c'est moi qui t'ajoute dans mon groupe, donc c'est une relation de confiance, j'ai du vin à te proposer. Et même moi, depuis 3 mois, j'achète énormément de vin sur WeChat et à des très bons prix. Donc en gros, ce qui s'est passé là, pendant ces 3 mois, de manière générale très inégale, 1, suivant les régions, 2, selon la structure de distribution de l'importateur, suivant qu'il était sur du online, sur du offline, sur du retail, sur la restauration, sur du privé, et 3, sur sa capacité à évoluer. Je connais dans mes clients ou dans les gens que je connais des entreprises qui n'ont pas du tout su prendre le pli de l'Internet et qui ont eu donc beaucoup de retard, notamment dans la vente de leurs produits. À l'inverse,
beaucoup de gens que je connais ont su tout de suite dire, bon, allez, on change complètement de business model. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait pendant 20 ans, c'est pas qu'ils oublient, mais en gros, bam, on réadapte, on change tout. Et eux sont en train de recommander assez massivement. Sachant que, en fait, je ne vais pas dire ça, mais pour beaucoup d'importateurs, c'était une bonne chose ce qui est arrivé, dans le sens où il faut savoir qu'aujourd'hui, en gros, la moyenne de surstock en Chine est de 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de stock en Chine. Tellement il y a eu d'importations sur les années précédentes et qui n'ont pas été consommées. C'est complètement fou, notamment sur l'Australie, sur des maisons comme CWE avec Ruston Retreat, qui ça marche pas mal, mais tout ce qui est Behringer, Rosemont, Vovblast, ça marche pas du tout. Pareil chez Riosec, qui était un peu forcé à l'achat avec Lafitte, et les stocks faramineux. Et en gros, les problèmes logistiques internationaux ont permis aux importateurs de dire, écoute, là, je n'importe plus pendant 3 mois, et qui donc était une très bonne façon de nettoyer les stocks. Après, il y a aussi beaucoup d'importateurs qui ont souffert et qui sont encore en train de souffrir pour des questions de trésorerie. Il y a beaucoup d'importateurs qui ont réduit massivement leurs équipes, mais beaucoup, en fait, m'ont dit que c'était l'excuse rêvée parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient le faire, parce que leur boîte était peut-être mal gérée, parce que tant que vous avez la croissance forte, on ne contrôle pas forcément correctement tous les coûts, tous les postes. Et quand il y a une telle crise qui arrive où il faut surveiller chaque investissement, c'est l'occasion de repenser la structure globale de l'entreprise. Donc, je pense que ce marché du vin et du champagne en Chine va, au final, énormément bénéficier de ce qui s'est passé. Parce que tout le monde s'est restructuré. Ceux qui ne l'ont pas fait sont morts, sont en train de mourir ou vont mourir. Donc, on va avoir une concentration d'importateurs, très certainement. Beaucoup de petits vont mourir. Beaucoup de nouveaux vont apparaître également. C'est le cas à Hong Kong d'une entreprise qui avait des débuts sur Internet et qui a été énormément boosté avec ce qui s'est passé à Hong Kong et qui est en train maintenant, en plus de faire de l'import local, en plus de faire de l'import en direct, d'acheter localement. Et donc, ça aide les autres importateurs qui n'ont pas ces réseaux-là. Donc, le marché se redistribue de manière très rapide. Et en fait, moi, je vois un marché qui va malgré tout rebondir en 2021. Pour nous, il va être excellent en 2020. Et je pense que pour l'ensemble de la filière, il va repartir dès 2021 avec beaucoup de commandes qui vont avoir lieu en août, septembre, octobre. D'accord. Et donc, pendant le confinement, le marché du vin s'est porté comme d'habitude. Les gens ont consommé du vin, plus, moins. Est-ce qu'il y a un rebond depuis le déconfinement, justement, au niveau des achats de vin français? Alors, globalement, la tendance a été à la baisse. D'accord? Mais après, moi, je regarde ça de manière un peu différente. Si on regarde que les chiffres, ça a été à la baisse. Maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui est à la baisse, c'est les vins entrée de gamme. Parce que c'est des vins qui étaient bu, notamment pendant cette période de Nouvel An chinois, la tradition étant d'aller au restaurant, d'offrir des cadeaux, d'inviter des amis. C'était souvent des vins très cheap, très entrée de gamme qui étaient consommés. Donc ça a beaucoup souffert. En gros, on parle, après les chiffres officiels, de moins 30% de consommation d'alcool et de vin en Chine, mais sans savoir si on parle de vin importé, si on parle de consommation de produits locaux, etc. Mais de manière générale, globalement, une baisse de 30% de la consommation d'alcool et de vin en Chine, mélangeant import et local. Pendant le confinement. À l'inverse, ça c'était pendant le confinement qui n'a pas eu lieu partout. À Shanghai, on n'a pas eu de confinement du tout, par exemple. Et pendant cette période, je dirais du 1er février et du 26 janvier au 15 mars, mettons. En revanche, il y a eu une forte accélération de l'Internet et de la consommation à domicile, à tel point que beaucoup de consommateurs aujourd'hui, et c'est un peu le côté difficile pour beaucoup de restaurateurs, ne vont plus du tout dans les mêmes restaurants qu'avant et ne vont plus consommer de la même manière. Et les restaurants ont tous, globalement à Shanghai en tout cas, c'est moins vrai dans d'autres villes, mais à Shanghai, ils ont tous baissé leur prix pour faire plus de volume. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y avait un tel delta de marge sur la filière pour arriver dans ces villes de niveau 3, 4, 5 et dans ces restaurants, que les gens se sont rendus compte qu'il était possible chez soi d'avoir de très bons vins à un très bon prix. Et donc, du coup, aujourd'hui, ceux qui marchent dans la restauration, et j'ai beaucoup d'amis, chefs, F&B, etc., sommeliers, qui ont des restaurants qui ont très bien marché pendant toute cette période-là, parce que ce sont des gens qui avaient toujours eu des vins à des prix très raisonnables. Donc, en fait, le consommateur a énormément changé sa consommation en se disant, aujourd'hui, je peux dépenser les mêmes montants qu'avant, et pour des vins de bien meilleure qualité que ce que je buvais il y a un an. D'accord. Donc, je pense que pour des maisons françaises et des gens qui nous écoutent, je ne pense pas que ce sera un impact énorme, sauf sur les gros faiseurs d'entrée de gamme, si vous voulez. Quand on est des gens qui a un producteur qui a des vins un peu différents, un peu boutiques ou un peu
plus haut de gamme, moyen de gamme, avec une histoire, quelque chose, je ne pense pas que ça aura un impact très fort. Ça aura un impact évidemment parce que l'incapacité de venir sur les salons, l'incapacité d'avoir des clients en face qui sont en ce moment pas tous sûrs de leur avenir. Donc moi j'ai beaucoup de clients qui ont retardé leur commande, donc je suis aussi impacté. On a beau être en progression, j'ai aussi beaucoup de clients qui n'ont pas commandé ce qu'ils auraient dû commander, notamment moi j'ai beaucoup de vins dans les compagnies aériennes. Je peux vous dire qu'effectivement les commandes ont été complètement annulées. Ces compagnies aériennes, ça va repartir sans doute, mais voilà, on a eu des baisses aussi très fortes chez certains de nos clients. Hein. Tout n'est pas rose. D'accord. Merci Charles. Je vais donner la parole à Yuping Yang, qui a une question en live. Alors, Madame Yang. Bonjour. Je reviens sur la question de la promotion parce que vous avez parlé de la promotion avec une super star chinoise qui vise aux consommateurs du futur. Et moi, je me pose la question sur la tradition de la culture du vin en France. Croyez-vous que, d'après vous, est-ce que ce n'est pas nécessaire de construire une culture du vin en Chine, vu qu'on a de plus en plus de consommateurs chinois? Par exemple, moi, j'ai des amis qui consomment du vin français, mais ils ont du mal à choisir les vins proposés sur le marché. Ils ont du mal à déguster, à distinguer le bon vin et le moins bon, pas moins bon, mais le vin moyen, par exemple. Et puis, je vois que beaucoup de Chinois ne savent pas comment conserver, par exemple, les vins. Je pense qu'il y a des tas de questions qui concernent la culture. Et je pense que pour moi, c'est nécessaire de construire une culture du vin en Chine. Et donc, quelle est la question, pardon? Ah, vous m'entendez pas? Si, mais je n'ai pas compris quelle est la question. Bon, moi, je vous pose la question parce que vous avez parlé de la promotion du vin français en Chine. Vous avez parlé… Donc, la question est… La question, c'est que, avec par exemple, la promotion avec une superstar chinoise qui vise aux jeunes consommateurs, pour moi, c'est pas suffisant. Je pense que sur le marché chinois, il est nécessaire de construire une culture du vin français. Donc ça, ce n'est pas une question, c'est ce que vous affirmez. Mais je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, les distributeurs français, qu'est-ce que vous avez fait pour la construction de cette culture? Avez-vous proposé, par exemple, des formations professionnelles? Pour moi, ce n'est pas de la culture. Pour moi, ce n'est pas de la culture, c'est l'éducation. Parce que la culture, c'est différent. La culture du vin, elle existe en Chine. Elle existe en Chine par notamment les vins chinois, par les alcools chinois, mais également par le thé. Il y a des millésimes dans le vin, il y a des millésimes dans le thé, il y a des terroirs dans le vin, il y a des terroirs dans le thé. Donc, je pense que c'est une question d'éducation. Et vous disiez que vous avez des amis qui ne savaient pas faire la différence entre un bon vin, un moyen vin et un vin pas bon. C'est pareil en France. C'est pas propre à la Chine. C'est pareil dans le monde entier. En France, la seule différence, c'est que globalement, étant un pays de production viticole, souvent vous habitiez dans la vallée du Rhône, en Champagne, en Loire, vous avez déjà naturellement accès à des vins de chez vous. Et d'ailleurs, quelqu'un qui habite dans la vallée du Rhône va très peu boire de vin en dehors du Rhône. Quelqu'un à Bordeaux va boire très peu de vin en dehors de Bordeaux. La seule difficulté pour les consommateurs chinois, c'est que, étant le pays le plus attractif pour le vin, le monde entier y va. Donc, quand vous allez dans un endroit, à Shanghai, par exemple, un restaurant, vous allez avoir des vins de Patagonie, des vins de Chili, des vins d'Argentine, des vins du monde entier. Et donc, c'est très compliqué de savoir quel vin choisir, d'ailleurs pas que pour les Chinois, hein, pour moi aussi, pour tout le monde. Donc, c'est une question d'éducation. Et aujourd'hui, la plupart des interprofessions passent énormément de temps à faire beaucoup de salons, beaucoup de formations, et notamment une question au début était posée sur les KOL, et notamment beaucoup de KOL via WeChat, via les différentes plateformes en ligne, via des événements physiques. J'étais la semaine dernière avec le consul de France, on a fait un événement de promotion de la vallée du Rhône. Et donc, on fait beaucoup d'événements. Est-ce que c'est assez? Peut-être pas. Après, c'est une question de moyens aussi. Est-ce que ça concerne des clients professionnels, des clients particuliers? Ça dépend de la stratégie des interprofessions, ça dépend de la stratégie des maisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et vous avez raison, il faut ce travail d'éducation en permanence
Et c'est pour ça que la question du monsieur de MPL, import-export, était pertinente sur les vins chinois. C'est pour ça que je pense que plus il y aura de vins chinois, plus ça va aider à cette éducation et cette connaissance du vin de manière générale. Merci Charles. Merci. J'ai répondu, madame? Je pense. Alors, je vais donner la parole à monsieur Antoine Martin, qui a une question aussi. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'Internet. Vous aviez évoqué rapidement d'oublier le fait de se mettre sur jd.com, Alibaba ou bien les boutiques WeChat. Qu'est-ce que vous entendez par là d'éviter ces plateformes? Alors, c'est une excellente question. Et je dis ça parce que même moi en interne, j'ai un peu de pression là-dessus. Il y a 2-3 ans, tout le monde est arrivé en disant « Waouh, Alibaba, c'est extraordinaire, on va vendre notre vin sur Alibaba, ça y est, la Chine, on va cartonner. » D'accord? Parce qu'à l'époque, Alibaba et Tmall, Alibaba c'est un groupe, dessus vous avez Tmall qui est le B2C, Taobao qui est le C2C, d'accord? Vous avez Jingdong, donc JD.com qui est le concurrent géré par Tencent. En fait, pendant quelques temps, ces deux entreprises ont importé en direct, d'accord? Donc, avec une vraie volonté de vouloir avoir un portefeuille de marques construites à prix bas. Et notamment beaucoup de maisons bordelaises étaient très fiers de dire « Ah, regarde, mon vin, il est sur Jingdong ». Et nous, moi, j'étais importateur à l'époque et je lui ai dit « Tu vois, c'est une grosse bêtise parce que ton vin qui était vendu à tel prix avant, il est vendu 4 fois moins cher sur Jingdong, ça ne se vendra pas parce qu'en vendant pas cher en ligne, vous tuez tous les distributeurs offline. » Premièrement, donc, gérer les prix, il faut, si vous allez en ligne, avoir des produits très différents sous la même marque. Peut-être des produits très différents. Deuxièmement, c'est comme si vous mettiez votre vin chez Carrefour ou chez Walmart. Carrefour a peut-être 3000 références, vous référencez votre vin et en fond de rayon quelque part. S'il n'y a personne pour le pousser, pour le mettre en avant, si vous n'avez pas les moyens de payer une TG, un catalogue, votre vin ne va pas se vendre. C'est pareil sur Tmall, c'est pareil sur Jingdong. Il y a tellement d'entreprises que vous pouvez choisir, il y a plusieurs modèles. Vous pouvez choisir d'être votre propre boutique, de passer par un partenaire ou d'être directement en achat avec Jingdong et Tmall. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est le métier d'autres personnes qui sont autant que moi. Et en gros, si vous n'investissez pas énormément en marketing, en référencement, etc., vous ne vendrez rien en ligne. En fait, ou alors vous vendrez vraiment du pas cher. Aujourd'hui, en ligne, personne ne gagne de l'argent sur le vin, à part si vous appelez BBR et Bedford. Le reste, soit vous vendez des grandes marques internationales très chères pour faire de l'image, donc ça n'a pas de volume, soit vous vendez à très bas prix, et les coûts logistiques, les coûts de stockage sont tels que vous avez intérêt à faire des volumes énormes. Donc aujourd'hui, moi je préconise, quoi qu'il arrive, de passer via un importateur qui lui a les connexions, a les ressources, a les équipes pour s'occuper de votre boutique en ligne, que ce soit sur Tmall, sur Taobao, sur Jingdong ou sur d'autres sites d'ailleurs. Il ne faut pas s'attendre à une explosion de vente, si vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et aujourd'hui, il faut savoir que surtout les chiffres annoncés, notamment pour le Double 11, donc l'équivalent du Black Friday, pour le Luyaba, donc le 18 juin, il faut savoir que les chiffres sont, en fait, manqués de ça. Ils sont doublés par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises vont racheter elles-mêmes leurs propres produits pour faire un effet boule de neige et faire monter leurs vins, leurs produits en tout cas en tête de liste. Et après, c'est des vrais leviers d'achat des consommateurs. En sachant qu'en plus, il y a beaucoup de retours. En Chine, vous avez l'obligation de reprendre les produits d'un client sous 7 jours. Et il y a des entreprises spécialisées pour attaquer les concurrents, acheter énormément chez un concurrent, pour renvoyer en 7 jours, en enlevant au passage tous les cadeaux qui avaient été offerts, en abîmant les packaging pour pas que la boîte puisse les remettre en circulation. Donc l'Internet est déjà un peu gonflé en Chine. Premièrement. Deuxièmement, c'est surtout sur les produits de tous les jours ou des marques internationales. Sur le vin, à part quelques boutiques qui ont leur propre management, leurs propres équipes, etc., c'est très compliqué de percer en Chine sur ces boutiques-là et gagner de l'argent. D'accord. Très bien, merci. Merci Charles. Alors, je vois qu'on a on a déjà dépassé le timing. Il est un peu plus de midi. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Nous, on aurait plein de questions encore puisqu'on a abordé des choses, mais il y aurait aussi encore plein de choses à aborder. Ah, je vois Madame. Ah oui, Madame. Alors, attendez. La Péride. Oui.
vous pouvez réactiver. Voilà. Charles, j'aimerais savoir si Boisset a sinisé son nom et quels sont les idéogrammes si ça a été sinisé. Alors, Vous avez gardé le oui, nom. j'ai changé le nom qui avait été choisi avant Oui. par un de mes collaborateurs et ce n'est pas le nom qu'il avait choisi. Donc, j'ai changé. Maintenant, donc, en chinois, ça se dit Bosai. Bosai, donc Bosai qui est en gros Bosai, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. En gros, c'est quelque chose d'assez positif sur la générosité et la grandiloquence. Voilà. Bon. J'ai choisi ça parce que je voulais pas trop changer ce qui avait été créé avant, mais je voulais quand même modifier quelques trois trucs. Après, pour être franc, la plupart de nos maisons, je n'ai pas choisi d'enregistrer le nom chinois pour la plupart de nos maisons. Parce que je pense que ce qui est important, c'est le nom français, en sachant que chaque importateur souvent va de lui-même choisir un nom chinois différent. Par exemple, Longchuan, Bechevel en chinois, la marque Bechevel en chinois, c'est des Longchuan, qui aujourd'hui effectivement est devenu le nom le plus connu pour désigner le château Bechevel en Chine. Mais en fait, vous avez peut-être une cinquantaine d'importateurs qui ont du Bechevel et dont le nom chinois qui figure sur la contre-étiquette n'est pas Longchuan, et un autre nom. Notamment parce que ça permet pour plein de raisons de ne pas avoir de concurrence sur les prix. Parce que souvent les gens vont taper le nom d'un vin et comme l'importateur est seul à avoir son nom en chinois, il est sûr que personne ne pourra trouver le même vin ailleurs à un autre prix. Donc je crois pas qu'il soit nécessaire. J'ai pourtant des copains qui ont fait ça pour leur maison de vin, dépenser beaucoup d'argent avec des agences marketing pour chercher des noms de chaque marque. Nous, on a 30 maisons, on a peut-être une centaine de marques. Je n'ai pas les moyens ni le temps de chercher un nom chinois pour toutes mes maisons. Donc, on enregistre les noms français, les logos quand il faut, et voilà, c'est déjà du boulot. D'accord, merci. Merci. Alors, Charles, voilà, après avoir écouté toute votre intervention, je me dis que donc le vin français a encore de beaux jours après cette crise du Covid. Moi, en fait, la question au niveau des consommateurs chinois, et on en a déjà discuté avant en préparant l'intervention, c'est vrai qu'en France, on voit émerger une certaine volonté de se tourner plus vers le marché local, vers des produits locaux pour des questions d'environnement. Et j'ai l'impression qu'en Chine, c'est assez différent, où on a vu éclore, par exemple, sur la blogosphère chinoise, le terme retaliatory consumption, une consommation de compensation un peu après la frustration du confinement. Et donc, qui reflète un peu une tendance à avoir envie de faire des folies après ce confinement. Est-ce qu'il y a ce type de préoccupation, justement, ou est-ce qu'on voit en Chine justement l'émergence d'une volonté d'acheter peut-être plus chinois que importé, ou pas du tout? Pour moi, pas du tout. Pas du tout, du tout. Même si, en fait, il y a des marques chinoises, notamment Huawei, on a un excellent exemple. Il y a 5 ans, aucun Chinois n'était fier de montrer son téléphone Huawei. Aujourd'hui, Huawei, on le met sur la table à un rendez-vous parce qu'on veut montrer qu'on a un Huawei. Oui. Ils ont fait un énorme travail et de marketing et de technologie. Et il y a des marques chinoises aussi qui sortent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait cette dialectique de dire je veux l'importer ou je ne veux pas l'importer. Même s'il est vrai que pour la nourriture, pour les produits de bébé, sur certains produits, l'importer reste très fort. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution naturelle de la Chine, il va y avoir de plus en plus de marques chinoises de qualité qui vont répondre aux attentes des consommateurs. Et donc, les médias français vont sans doute dire oui, ça y est, la Chine ferme cette. Non, c'est simplement que les entreprises chinoises, étant très réactives, très compétentes, vont faire des choses que jusqu'à présent, on ne faisait pas. Pourquoi est-ce qu'on achetait des produits importés? C'est parce qu'on ne trouvait pas en Chine ce qu'il y avait aujourd'hui. Un exemple tout bête, les céréales. Moi, je suis arrivé à Pékin, et vous aussi, l'otage fait sur la Tsimilou, pour nos enfants. Les céréales qu'on avait coûtaient un bras, parce que c'était importé. C'était souvent importé des États-Unis.
Alors parfois, de temps en temps, pour Noël, on achetait un paquet de céréales, mais c'est pas quelque chose qu'on mangeait naturellement. Même en tant qu'étranger, on a peut-être grandi avec des céréales, mais en Chine, on n'en achetait pas parce que c'était tellement cher. Aujourd'hui, NetEase, qui est un gros acteur de l'Internet, fabrique sa propre marque de céréales en Chine. Ça vaut 4 fois moins cher qu'avant. Elles sont très bonnes, beaucoup moins de sucre, etc. Moi, je me suis acheté ça. Donc, il y a des choses qu'on ne voyait pas en Chine il y a 15 ans, qu'on voit maintenant aujourd'hui. Mais il faut arrêter, en fait, ce côté un peu psychotique qu'ont les Occidentaux de dire « Ah, la Chine, là, lorsque le président chinois est allé voir les vignobles au Ningxia il y a 2 semaines, il y a eu des commentateurs qui disaient « Oh mon Dieu, ça y est, la Chine veut pousser des vins chinois. » Mais c'est normal qu'ils veuillent pousser des vins chinois, comme les Américains poussent des vins américains, comme nous, Français, on pousse des vins français. C'est normal que chaque pays veuille développer les ressources qu'il a. Et donc, à nous d'être meilleurs, plus réactifs. Mais la Chine est très bonne et va le devenir de plus en plus. Et donc, c'est à nous, Français, avec nos produits de luxe ou nos produits artisanaux, nos produits de terroir, c'est à nous de nous adapter, de comprendre ce que veut le consommateur et d'arriver à concurrencer ce qui va arriver en Chine. Ah oui, d'accord. Ça se joue plus sur vraiment une différence de produit à la limite. Vraiment, c'est pas le même produit, on propose pas le même produit tout simplement. C'est ça, je pense. Après, pour la santé, effectivement, sur l'écologie, vous disiez, Lotta, sur le côté consommer local. Le côté consommer local est un peu compliqué quand vous avez une ville comme Shanghai qui a 23 millions d'habitants. De toute façon, il y a déjà moins de 200 km de transport pour les légumes qu'on a dans la région. Ou chinois, dans une zone industrielle. Consommer chinois en fait. Hein. Quand je disais local, c'était plus resserré se recentrer sur le marché, sur la production nationale pour certains produits, mais oui. Alors, c'est toujours la même chose. Les myrtilles, par exemple, les myrtilles, qu'est-ce qu'on appelle chinois? Joyvio, qui est un gros opérateur qui notamment a racheté Lenovo, enfin plutôt possédé par Lenovo, possède un nombre d'hectares faramineux au Chili pour faire des myrtilles. Et aujourd'hui, la plupart des myrtilles importées en Chine, c'est des myrtilles chinoises, pas chiliennes, mais c'est une boîte chinoise. Donc, est-ce qu'on compte ça comme une myrtille chinoise et une myrtille chilienne? Ils ont également des aires de production dans le Shandong, dans le Yunnan, de myrtilles. Donc, je pense que c'est aussi un côté très chinois d'être pragmatique, dire si en Chine, on est capable de faire des bonnes myrtilles dans le Yunnan, dans le Shandong, pour moins cher que au Chili, il n'y a aucune raison d'importer du Chili. Et donc, c'est pour ça que l'import, en fait, a aussi aidé les entreprises chinoises à améliorer énormément leur productivité, leur critères d'exigence, pour que les consommateurs chinois se disent maintenant, je vais acheter chinois. Parce que maintenant, j'ai un rapport qualité-prix qui me permet de ne pas avoir besoin d'importer des produits. D'accord. Merci. Alors, j'ai encore une question de MPL Import-Export sur le chat. Comment orienter et accompagnez-vous vos clients dans leur choix de vins boissés? Donnez-nous quelques… C'est une très bonne question. Alors, je crois que sur les 18 mois passés, en sachant que je manque de recul, parce que moi j'ai pris un poste il y a 1 an et demi, Boisset est en Chine depuis très longtemps via différentes maisons qu'ils ont rachetées au fur et à mesure, notamment la maison Scali dans le Languedoc, il y a 7, qui était en Chine depuis bien plus longtemps que Boisset, qu'on a racheté il y a une dizaine d'années. Je pense que la clé pour nous du succès, pour l'instant, est l'accompagnement de nos clients. C'est-à-dire qu'on passe une relation plutôt que de dire « je te mets plein de stocks, tu commandes plein de conteneurs et puis merci, au revoir ». Moi, j'ai changé les KPI de mes équipes en disant il y a beaucoup moins de bonus maintenant sur les commandes qu'ils génèrent depuis la France et beaucoup plus sur en anglais, les depletions, les ventes de mes importateurs auprès de leurs clients. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai été importateur, donc je sais comment ça marche et je suis tombé dans le panneau aussi en tant qu'importateur à l'époque. Sans nommer la maison, c'était une maison sud-africaine. Vous avez dit, si vous commandez tant cette année, je suis parti vers 4 personnes de vos équipes en Afrique du Sud pour 2 semaines, etc. Donc, on a commandé comme des fous pour avoir… on a commandé comme des fous l'année en question, mais après, on a été stocké pour 5 ans, on n'a plus recommandé. Et je me rends compte que ce n'est pas bon du tout. Donc, nous, je ne pousse absolument pas mes clients à commander. Par contre, je suis sans arrêt en train de leur trouver des distributeurs, leur trouver des clients, les mettre en relation, faire des référencements pour eux dans les hôtels, dans les restaurants. Pour dire, tiens, là, j'ai trouvé un restaurateur. Donc, je demande des échantillons à mes clients que je vais livrer moi-même. Donc, et mes équipes aussi ont un gros travail sur le terrain
j'oblige mes équipes à aller voir les hôtels, les restaurants, les supermarchés, voir tout ce qui se passe partout et trouver des débouchés pour nos importateurs. Parce que quand je suis arrivé, mes équipes disaient « Oh, mais ça, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'importateur, c'est son boulot d'aller voir les hôtels, les restaurants, les supermarchés. » Non, c'est notre boulot, c'est notre marque, notre produit, c'est à nous d'aider l'importateur. Et plus on va aider l'importateur, plus il va nous commander, plus il va vendre, plus il va commander. Mais un importateur qui ne vend pas, il ne recommande pas. Et donc, je pense que c'est ça notre façon de faire aujourd'hui. D'accord, c'est ce que vous me disiez, votre force, c'est d'être vraiment sur place et finalement d'être basé en Chine par rapport à d'autres marques. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que nous, on n'a pas de structure d'importation. On a une structure légale juridique en Chine, mais j'ai volontairement choisi de ne pas avoir de structure d'importation pour ne pas faire comme certains de mes collègues, parce qu'on ne veut surtout pas passer dans le dos d'importateurs. Ce n'est pas moi, Charles Carrard et mes équipes qui vont révolutionner le travail de 70 importateurs sur des réseaux dans toute la Chine. Et en fait, c'est vraiment l'importance de rester fidèle à son importateur, de le pousser, de le guider, de le former, de l'accompagner et surtout la réactivité. Moi, je bosse 7 jours sur 7, j'allais dire 24 heures sur 24, mais pratiquement avec mes acheteurs. Parfois, je suis au téléphone à minuit, le matin à 5 heures. Le matin, vous voyez, je pars de la maison à 4 heures de la maison pour aller à l'aéroport. J'ai un avion à 6h30 et je suis pris, je reviens samedi soir, il sera 1h du matin, mais c'est ça tout le temps, notre rythme. Et en fait, je crois que c'est très apprécié des clients de voir que on répond dans la niche, on répond à leurs attentes. Même si parfois on n'est pas capable de trouver une réponse, mais au moins on dit écoute, j'ai compris, j'ai reçu ta demande, on trouve une solution. Il n'y a pas de problème en Chine, il n'y a que des solutions. Et quel que soit, et surtout c'est une question de confiance. En fait, en Chine, vous avez vécu aussi en Chine notamment, on fait du business qu'entre amis, entre guillemets. C'est pas cette relation qui se crée, qui prend du temps à être créée. Ok, ils vont vous donner la face, ils vont dire oui, 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 mais c'est vraiment ce côté, ils viennent chez moi, je vais chez eux, on s'invite, on dîne, etc. Et on crée quelque chose de fort et on montre qu'on est là pour les aider. Oui. Merci Charles. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là et je voulais que vous nous fassiez en quelques mots, si vous pouviez juste en quelques mots dire ce qui va venir en 2020 pour le marché du vin en Chine. Enfin, l'avenir du marché du vin en Chine pour 2020 en tout cas déjà, puisque à long terme c'est un peu difficile. Alors 2020 va être compliqué, je pense, parce qu'aujourd'hui les commandes qui ne sont pas parties ce mois-ci, entre guillemets, l'année 2020 elle est finie maintenant, on est au mois de juin. La dernière période de vente en 2020 c'est le Moon Festival qui a lieu cette année le 1er octobre. Donc si les vins ne partent pas là, maintenant, fin juillet, ils ne seront pas vendus en Chine, entre guillemets, parce qu'en gros, sur la Chine, même si vous avez des périodes régulières, mais les deux plus grosses périodes de vente, c'est le Nouvel An chinois et le MAF, le Moon Autumn Festival. D'accord. Ça, c'est de manière générale. Après, certains canaux de distribution sont un peu différents, mais globalement, ça reste ça partout. Donc aujourd'hui, l'année 2020, si des gens n'ont pas déjà fait leur commande et leur vente là maintenant, il n'y aura pas de nouvelles commandes avant août, septembre, octobre. Donc, il vaut mieux maintenant préparer, en fait, je pense, pour beaucoup, préparer septembre-octobre dès maintenant, en passant beaucoup de temps avec vos clients au téléphone, en formation, et sans pousser les clients à commander, mais en disant, voilà, peut-être prendre moins de volume et du plus qualitatif. Je pense que le marché va de toute façon aller sur du plus de qualité, moins de volume. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie vraiment, Charles Carrard, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vous remercie aussi de votre dynamisme et de votre passion pour votre métier et pour la Chine. Et c'était vraiment très agréable de partager ces échanges, partager avec vous sur le sujet. Et voilà, j'espère qu'au niveau technique, ça n'a pas trop posé de problème, ce duo WeChat-Zoom. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir participé aussi à cette session. Et je vais vous laisser le mot de la fin, Charles. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un très bon appétit. Charles. Voilà, ma caméra. Voilà. Et bien, écoutez, le mot de la fin.
la Chine est un pays extraordinaire. Et il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit au XVIIIe siècle par un auteur chinois qui s'appelle Dialogue entre le vin et le thé. Et on partage avec les Chinois beaucoup plus que ce que l'on pense, notamment sur le vin et la cuisine. Et donc, je pense que nos deux pays ont beaucoup à gagner à travailler ensemble. Et ce que Jean-Charles Boisset est un homme assez extraordinaire à dire, lui qui vit aux États-Unis, il dit « An ocean divide us, the wine unite us ». Un océan nous sépare, mais le vin nous unit. C'est pareil entre la France et la Chine. Avec un continent au milieu, nous avons le vin, le thé, le baijiu pour célébrer ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.